Bonjour Thomas, bienvenue de nouveau sur Cyclisme Actu. Bon, cette intersaison 2025-2026, on voulait avoir un peu de vos nouvelles. Pour commencer, comment ça va? Ouais, ça va très bien, hein. Comme pour tous les acteurs un petit peu du cyclisme, c'est la période creuse, mais ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. On réfléchit, on travaille, on anticipe et puis on observe aussi. Donc, mais ouais, ça fait toujours drôle, hein, l'intersaison quand il y a des mois d'actualité, qu'on est en déplacement et puis qu'il y a tous les jours du vélo à la télé, tous les jours des sujets à évoquer. C'est vrai que quand c'est la période creuse, voilà, ça manque un petit peu, mais on savourera d'autant plus quand ça va revenir. Mhm. En plus, vous avez eu une période assez chargée là en fin de saison, parce qu'il y avait cette année les championnats du monde et les championnats d'Europe qui s'enchaînaient, donc avec 2, 3 semaines, à mon avis, en tant que sélectionneur, c'était c'était assez intense. Euh, quel est un peu le bilan que vous tirez, que ce soit du coup personnellement en tant que sélectionneur de cette période, mais aussi en général pour l'équipe de France? Là, c'est vrai que depuis l'apparition du championnat d'Europe, hein, en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 2016, Plumelec pour la première fois. Bref, il y a deux échéances en équipe de France et trois les années olympiques. Et c'est vrai que c'est souvent très concentré. C'est pas arrivé chaque année, mais cette année, en tout cas, c'était dans la foulée, quoi. Faut bien se rendre compte que le dimanche de la course en ligne à Kigali, on avait déjà du personnel sur place au championnat d'Europe parce que les chronos étaient déjà le mercredi, quoi. Donc, ouais, c'est chaud. C'est chaud physiquement, ça va encore, mais mentalement, parce qu'il faut préparer les deux de la même manière. Donc, ça a été intense, on s'y était préparé, mais ouais, c'était très costaud. Là, en 2026, il y a un enchaînement championnat du monde Canada et le week-end suivant, avec le décalage horaire, championnat d'Europe en Slovénie. Donc, c'est pour toutes les nations pareil. Donc, il faut faire des choix, le bilan que je tire, compte tenu de la place du cyclisme français au niveau international sur l'ensemble de l'année. Je vous fais pas de dessin, on voit quand même qui est-ce qui gagne. Il y a trois, quatre coureurs qui gagnent toutes les courses et après on essaye de se battre, quoi. Donc je suis très fier du comportement. Je peux pas dire qu'au niveau des championnats du monde, j'ai rien à reprocher. On avait deux malades, dont un, je pense, qui aurait été dans le final avec Pavel et puis Paul Sexas, mais voilà, ils étaient dans le match, mais on n'était pas dans le match, on était dans notre match, quoi, dans le match des coureurs qui sont après Remco et puis Pogacar, et puis c'était la même chose au championnat d'Europe avec c'est vrai, avant que tous les champions annoncent leur participation au championnat d'Europe, c'est la première fois qu'il y avait autant de top coureurs, hein. La start list, c'était plus qu'un Liège ou plus qu'un Tour quasiment, parce qu'on avait chaque pays qui avait amené son meilleur, hein, que ce soit Ayuso, bien sûr, Vingegaard, Pogacar, Remco et d'autres. Et d'autres. Donc là, il y a eu la très belle satisfaction. On avait articulé autour de Romain Grégoire, et si ça marchait pas, ben, la chance à celui qui est. Et puis on a eu l'éclosion, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais la très belle prestation de Paul Sexas, quoi, à son âge. Donc franchement, compte tenu, c'est vrai que moi, quand il n'y a pas de victoire, je suis toujours un petit peu déçu. Mais quand on regarde objectivement, l'équipe de France n'a pas à rougir et les Français et les Françaises peuvent être fiers de leur équipe parce que ils ont été à la hauteur de l'événement. Ils se sont même surpassés pour certains. Et on n'a pas gagné parce en ce moment, il y a plus fort que les Français. Mhm. Ouais, justement, vous l'avez un peu évoqué là, le cyclisme français, sa place actuelle, on a l'impression, bon, vous me dites si je me trompe, mais que on a une très très grosse homogénéité de coureurs, telle la nation la plus homogène quand on parle des 30, 40 meilleurs coureurs, mais on manque un peu ce coureur qui fait partie du top 10 mondial, qui peut rivaliser en fait avec des très grands champions que sont Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel et compagnie. Ouais, 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 c'est un constat, oui, en effet, on peut faire ce constat. On peut constater que en 2000, 2021, 2020, 2021, la France est allée jusqu'à être la première nation au classement, plutôt deuxième, mais c'est arrivé même qu'on soit premier. Et puis là, depuis, voilà, en 2024, on était cinquième tout juste. On navigue entre la quatrième et la septième place, quoi. Et donc, ça évoque quoi? Ça évoque, oui, qu'il y a énormément de coureurs de talent qui sont là, qui sont dans le match. Mais comme il y a tellement de courses mobilisées par quelques rares coureurs qui sont les top coureurs,
eh ben, c'est eux qui ramassent les points, quoi. Donc forcément, c'est quasi impossible quand on n'a pas cet élément ou ces deux éléments par nation qui sont tout en haut, en plus d'en avoir avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, dans mon rôle, j'essaye de créer un groupe qui est capable, le jour J des échéances, de mettre des choses en place pour piéger les tout meilleurs, ce qui est quasiment impossible quand les parcours sont aussi durs que cette année, où il y a très peu de place à la stratégie, et ce qui est le cas, ce qui peut être le cas sur d'autres parcours. Mais oui, et chaque pays presque a une tête d'affiche qui est sortie. On en attendait une depuis un moment et on en a deux qui arrivent. Les deux ont le même prénom. Paul Sexas et Paul Magnier, pas forcément sur les mêmes parcours, évidemment. Donc voilà, l'équipe de France, c'est une petite parenthèse dans l'année en termes de temps, mais ça représente énormément pour les coureurs. Ils ont tous une fierté immense pour devenir en équipe de France. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on va laisser le temps, mais ça nous fait du bien déjà avant même qu'il soit à la bagarre avec les Pogacar ou quoi, et puis pour Paul Magnier dans son registre avec le nombre incalculable de victoires qu'il a eu. Ça nous fait déjà du bien, et c'est vrai que deux locomotives comme ça, pour ne citer qu'eux, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais les deux qui ressortent, ce sont eux. Et puis on peut en avoir d'autres qui s'affirment, quoi. Il y en a d'autres qui sont en antichambre juste pas loin derrière, et si ça se trouve, l'année prochaine, au même moment, on fait cette visio-là, et on aura beaucoup d'autres prénoms, d'autres noms à évoquer pour être les locomotives, parce que oui, je suis d'accord avec vous, ça peut être que bien, parce on est juste en dessous de ceux qui jouent la gagne, quoi. Mhm. Ouais. Bon, on a déjà dû beaucoup vous interroger sur Paul Sexas, mais je suis encore obligé de le faire, je suis désolé. Ça me gêne pas, Bah, c'est normal. ouais. Et c'est peut-être que le début, c'est ça qui est, c'est ça qui est bien aussi. Forcément, Paul, bon, on entend beaucoup parler de lui, une grande saison 2025 pour sa saison au rookie, comme on peut l'appeler. Euh, En 2026, qu'est-ce qu'on attend de lui? Alors, en tant que sélectionneur, mais aussi en tant que supporter du cyclisme français. Ouais, je pense que là, il faut plus que je sors un peu de mon rôle parce que j'aime le vélo et quand il y a un coureur qui visiblement a un potentiel qui a été rarement vu, on espère toujours. Je crois que moi, ce qui me saute aux yeux sur son année, c'est sa progression physique, pas tellement en résultat. Et il n'y a pas beaucoup couru, si vous regardez bien. Il n'a pas beaucoup couru et ça a toujours été très cohérent. Et à chaque fois qu'il est réapparu dans l'année, il a progressé en termes de niveau physique, ce qui a fait que forcément les résultats aussi ont suivi, mais des fois on peut progresser et puis pas savoir bien courir ou ne pas faire les bons choix et pas avoir de résultats, ce qui n'a pas été son cas. Il a couru, il a été juste. Et avec ce petit passage au mondial, avec une course aussi dure où il était dans le game pour la place, pour le top 10, je pense que ça lui a fait passer des paliers cette année. Et plus que les résultats en eux-mêmes, plus que la troisième place derrière Poggi et Remco, ce qu'on attend, franchement, moi, c'est pas les résultats, c'est de continuer sa progression et puis de mettre de côté les attentes parce que c'est normal qu'il y en ait. Il faut qu'il fasse avec, il faut qu'il réponde, mais qu'il fasse son vélo à lui, qu'il fasse son chemin qu'il a envie de faire et d'aller là où il a envie d'aller, même s'il sait pas encore où il est capable d'aller, mais il a envie d'y aller, quoi. Donc, d'aller le plus haut possible, plus que de résultats ou quoi. Une progression que sans doute son entourage au niveau professionnel va constater avec les watts et tout ça, il est en pleine croissance. Et je crois qu'il faut voir plus large que les résultats. C'est vraiment en termes de progression, parce que vraiment, c'était le cas en 2025. Si c'est pareil dans les 2, 3 ans qui viennent, ouais, on pourra parler de locomotive, mais une grosse locomotive, quoi. Ouais. Allez, si vous étiez manager chez Decathlon, Decathlon CMA CGM, qui va s'appeler l'année prochaine d'ailleurs, vous lui ferez faire quel grand tour? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne me mets pas à la place et je ne me permettrai pas. Chaque équipe a des personnes qui prennent les décisions qui sont, voilà, c'est leur rôle et moi, j'aime pas faire le mec, ah bah oui, il faut faire comme ça. Et ce que je pense, par contre, je peux dire ce que je pense, c'est qu'il fasse le tour, qu'il fasse la Vuelta, qu'il fasse le Giro. Sincèrement, moi, j'ai mon avis sur la question, mais si on voit plus loin, ça va pas changer sa carrière, quel que soit le grand tour qu'il va faire, ou même s'il en fait un l'année prochaine. C'est pas, ça va pas changer la face du monde. S'il doit aller très haut, c'est pas qu'il fasse tel ou tel grand tour, ou qu'il se lance dans le tour, ou alors qu'on attend.
c'est pas ça qui va. Enfin, c'est normal qu'on en parle parce qu'on a envie de le voir sur le tour. Mais franchement, faut voir plus loin, quoi. Et ça, pour moi, ça n'a pas l'importance que on le donne tellement on en parle parce qu'on a envie de le voir. Mais ça n'a pas, pour moi, ça ne changera pas la phase de sa carrière. Ouais. Ah bon, pour dézoomer un peu du cyclisme français, un petit bilan de cette saison 2025. On a eu une année ultra dominée par une équipe, UAE Team Emirates, qui a explosé le nombre de records de Hmm. victoires en une année avec 97, je crois. 95. Ou Ouais, 95. 95, 97, ça dépend si les succès de Pogacar et la Slovénie sont comptés ou pas. Bon, voilà. Ouais. Bon, dans tous les cas, c'est énorme. On a une du coup domination du AE, ultra domination de Pogacar aussi sur toutes les courses qu'il fait. Hmm. Euh, Est-ce que vous faites partie des gens qui trouvent ça ennuyant, qui trouvent ça magnifique, historique? On a entendu plein d'adjectifs là-dessus. C'est quoi un peu votre point de vue là-dessus? Je trouve que Pogacar est admirable. C'est incroyable ce qu'il réalise et c'est épatant. Et c'est un champion de fou quoi, avec un caractère de compétitif. Il faut se rendre compte de ce qu'il réalise, même si ça a l'air facile quand il s'en va de loin et tout. Donc, chapeau et un respect, mais immense, parce qu'en plus, pour la personnalité qu'il a, hyper abordable et simple, le vélo reste encore un jeu pour lui. Mais par contre, je ne cache pas que c'est ennuyant. Je pense qu'au championnat d'Europe, par exemple, pas seulement les Français, mais l'intérêt, il était où? Il était pour la troisième place. Et il y a eu, je suis certain qu'il y a eu beaucoup plus d'émotions provoquées chez les gens par la bagarre pour le podium entre le coureur italien et Ironique. puis Christian Scaroni et Paul Sexas. Je ne dis pas ça parce que je suis chauvin, que je suis français et que je suis sélectionneur. Je pense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, bon, bah, il s'en va et puis après, le public se dit qu'est-ce qu'il va faire deuxième, quoi. Et oui, on s'ennuie. C'est clair qu'on s'ennuie, ça n'enlève rien à la beauté et à l'exploit qu'il réalise. Et d'une manière plus large, son équipe a une telle domination que oui, c'est ennuyant parce que et encore c'est ennuyant pour nous parce que c'est un peu toujours les mêmes. Mais si on se met à la place des opposants, il y a de quoi se décourager quoi. Faut avoir des leviers sur lesquels s'accrocher. Et pourtant, ceux qui terminent deuxième, troisième, cinquième, quinzième, ils travaillent autant. Donc, ouais, il y a matière à réflexion pour le bien du cyclisme et l'avenir du cyclisme au sens large, pour l'intérêt. Et donc, il y a intérêt, dit les enjeux économiques qui vont suivre, parce qu'il faut que ça soit attrayant comme sport. Il faut réfléchir à ça, ouais. Mhm. Et vous pensez que ça va durer encore longtemps, cette période d'ultra-domination? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a toujours eu un peu des périodes. On a eu, bon, si on remonte un peu, la période Armstrong, ensuite on a eu la période Sky, puis depuis 2020, on est Mm. rentré, on a l'impression, un peu dans une nouvelle ère. Ouais, À on un a eu moment donné, ça la. va revenir. Rappelez-vous, il y a quoi? Il y a pas très longtemps, à la place de UAE, vous m'auriez dit l'année de Jumbo Visma. Quand il s'appelait Visma, avant de s'appeler Visma Lease the Bike, c'était eux qui avaient tout gagné, les trois grands Oui, en tours. 2023, oui. Et c'était il y a pas longtemps. C'était il y a Oui. un an et demi, il y a 2 ans. Et là, on dit UAE. Ça veut dire quoi? Comme vous dites, il peut y avoir des cycles. C'est aussi les dynamiques. S'il n'y a pas un Pogacar qui emmène toute son équipe, on en revient à l'histoire de locomotive. Est-ce que ses équipiers sur les autres fronts font la même chose? UAE recrute tous les meilleurs talents chez les jeunes. Ils ont les moyens de le faire. Donc, bon, il n'y a pas de miracle hein, quand vous prenez les meilleurs et qu'en plus vous avez les sous pour tout mettre en place. Et puis après, est-ce que c'est à armes égales en termes financiers? Je ne sais pas parce que si on regarde bien les équipes qui sont sponsorisées par des entreprises qui investissent pour avoir un retour sur image de par les résultats ou le comportement ou la publicité hein, que ça leur apporte, est-ce que c'est comparable à un pays, à un État, un sultanat qui investissent non pas pour faire du business, mais pour se faire connaître et puis pour dominer un petit peu, pour s'installer. Et ils n'attendent pas de retour sur investissement. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où eh bien, ceux qui ont un puissant fond au niveau de l'argent dérégulent le marché parce que aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, il y a beaucoup moins d'entreprises qui peuvent investir dans le vélo parce qu'elles sont trop petites pour les montants qui sont demandés. Pourquoi les montants sont demandés comme ça? C'est parce qu'il y a quelques équipes
qui ont un budget quasi illimité, qui ont fait monter les levels, les niveaux de partout, que ce soit au niveau des coureurs ou du staff. Et donc, si les autres équipes veulent exister, il faut les monter aussi, mais tout le monde n'a pas forcément des budgets sans fin, quoi. Et aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, eh bien, pour exister dans les 10 premières équipes mondiales, il faut plus du double qu'il ne fallait avant, quoi. Donc, ouais, c'est énorme, quoi. Ça interroge. Parce que si le jour où ces équipes-là, ou ces pays, ou ces nations décident de changer de stratégie de communication et de laisser tomber le vélo, eh bien ça reviendra peut-être, mais il y aura des dégâts de fait, quoi. Il y aura des Ouais. équipes qui n'auront pas pu suivre. Et on en a vu cette année les conséquences, notamment. Mhm. Ouais. Bon, là, vous me lancez une perche parfaite. Je voulais un peu aborder ce sujet de la régulation un peu de tout ce qui est bon, business dans le monde du vélo, tout ce qui est bien sûr le financement des équipes et compagnie. On a eu plusieurs propositions. On a vu notamment les grands dirigeants de ce sport, dont David Lapartien, président de l'UCI, évoquer un salary cap que les équipes n'auraient pas accepté. Enfin, depuis des années, on a de très très nombreux sujets là-dessus pour essayer enfin, de rendre le cyclisme, on va dire, entre la plus petite équipe et la meilleure enfin, un peu plus égal, tout simplement. Un peu plus un partage des richesses. Quelle est un peu votre vision là-dessus? Est-ce que, je sais pas, vous avez déjà pensé à une solution, vous avez réfléchi au sujet ou pas du tout? Oui, je réfléchis parce que j'aime le vélo, mais par contre, je prétends pas avoir des solutions. J'ai des idées, mais j'ai rien de révolutionnaire. Maintenant, ce que je disais avant, d'avoir un budget illimité parce qu'on n'a pas de besoin de retour sur investissement et qu'on recherche pas l'équilibre financier, ça peut être ouais, un peu pas illégal, mais disproportionné et pas à armes égales avec une entreprise qui investit dans son budget communication, qui doit retomber sur ses billes mathématiquement, parce que sinon elle est perdante, quoi. Investir dans le sport, c'est pour avoir de l'image et on doit avoir des retombées. Donc là, je pense qu'il faudrait mettre un frein. Mais il faut une solidarité pour ça, il faut une envie commune. Et le problème, il est souvent celui-là. Si vous avez parlé de salary cap qui a été refusé, euh, on peut dire budget cap, salary cap. Après, il y a des sports comme dans le rugby où ça a été instauré, mais il y a aussi des cas où on sait très bien que le budget, il est écrit comme ça il peut y avoir des versements en parallèle. Donc, Il y a des dérives, il y a des dérives. Ouais. mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tenter. Donc, moi, j'ai pas la solution. Des idées, oui, mais il y a trop d'argent qui est arrivé dans le vélo d'un coup, là. Les coureurs, tant mieux, hein, ils ont raison, hein, ça a fait monter les prix. Pas de tous, parce que certains équipiers, je vous ai garanti qu'ils ne bénéficient pas de cette hausse de budget. Mais comme toutes les équipes veulent certains coureurs, celles qui ont le plus d'argent, il y a presque plus de prix. Donc, on atteint des sommes folles pour des coureurs qui ne sont pas encore au niveau des footballeurs, mais ça dérégule tout, quoi. Et vraiment, ça réduit la possibilité à des entreprises d'une taille plus raisonnable d'avoir un espoir d'être au plus haut niveau mondial. Contrairement à il y a quelques années, il y a beaucoup moins d'entreprises susceptibles de sponsoriser une équipe de vélo. Ça va regarder la Belgique qui est un pays de vélo où là, historiquement, il n'y a jamais eu de problème pour les équipes. Les sponsors passaient d'équipe en équipe. Il y avait plein de sponsors. Aujourd'hui, il y en a toujours autant de sponsors. Mais les entreprises, selon moi, ne sont pas assez grosses pour mettre assez d'argent par rapport à la concurrence. Donc voilà, c'est clair, mais d'avoir une ultra domination, ils ont bien raison s'ils ont le droit de le faire. Après, est-ce que c'est possible légalement? Parce on peut faire les donneurs de leçons à dire ah, il faudrait, mais est-ce que c'est aussi simple s'il n'y a pas toutes les volontés qui se mettent en place? C'est pas seulement l'organisme qui régule, il faut que les acteurs soient d'accord, il faut que les organisateurs également soient d'accord, et il faut que c'est pas juste en une réunion que ça se règle, quoi. Et peut-être pas non plus en 3 semaines ou en 6 mois, quoi. Mais faut être vigilant, oui. Donc, je pense que si on mettait un peu le frein d'une manière ou d'une autre sur ces budgets illimités, ça serait pas, c'est sûr qu'on perdrait pas pour l'intérêt du vélo, parce que sinon on va se retrouver, voilà, comme c'est le cas depuis 2, 3 ans, avec beaucoup d'équipes au départ, mais très peu qui peuvent gagner, on des accessibles, sauf que là, il y a des équipes qui vont disparaître et il y aura de moins en moins d'équipes au départ. Mhm.
il y a un sujet aussi qui est pas mal revenu là, ces derniers temps. Jérôme Pinault l'a évoqué, David Lappartient aussi. Chez nous, on a eu Cyril Guimard qui en a aussi parlé. C'est le fait de rendre, en tout cas, on a parlé du Tour de France, certains passages du Tour de France qui pourraient être payants pour le public. Cyril Guimard nous a dit, lui, que c'était pas forcément la solution parce que les organisateurs, enfin les grands organisateurs, en tout cas comme ASO, comme ASO, avait un chiffre d'affaires qui était énorme et que c'était juste la redistribution notamment des droits télé qui n'était pas bonne, les sous qui revenaient pas aux équipes. Et ça pourrait aussi équilibrer le monde du cyclisme et rendre les choses plus pérennes. Vous partagez un peu son point de vue ou quel est votre avis là-dessus? Moi, j'entends beaucoup de déclarations, en effet. Je crois qu'il y a personne, l'ensemble de personnes aiment le vélo et chacun a toujours son avis ou alors sa solution miracle. Après, est-ce que c'est faisable et est-ce que c'est la solution? Ça, c'est encore autre chose. Il y a toujours des contraintes qui sont cachées, qu'on ne voit pas et qui sont des difficultés pour mettre les choses en place. Peut-être que un petit peu de tout, ça pourrait aider. On parlait de limitation de budget, pourquoi pas limitation de points de coureurs dans la même équipe. Euh, Rendre le vélo payant, pour moi, je trouve, et pourquoi pas un compromis. Il faut garder cet esprit que le vélo, il est gratuit. Et c'est un sport gratuit, c'est ce qui nous différencie des autres sports. Mais en même temps, il y a pas d'enceinte dans le vélo, on ne fait pas de billetterie. Il n'y a pas non plus de merchandising au niveau des maillots. Il n'y a pas une équipe, je sais, comme une équipe de foot, que ce soit en Angleterre ou en France, où il y a des budgets, il y a des maillots qui s'achètent. Il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de groupe de supporters avec des dizaines de milliers de fans qui vont, c'est sûr, acheter le maillot chaque année. Dans le vélo, ça ne marche pas comme ça. On supporte un coureur, une équipe, mais on n'est pas fanatique. Donc tout ça, c'est des rentrées en moins. On peut peut-être imaginer, et pour terminer sur le cyclisme payant, je pense que ce soit Jérôme Pinault, le connaissant bien, il n'a pas voulu dire qu'il allait empêcher les gens d'aller dans les 5 derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez. Je pense qu'il pensait plutôt à, j'espère qu'il pensait plutôt à avantager certaines personnes qui ont les moyens d'investir dans le vélo, de les privilégier un petit peu sur un passage précis pour qu'ils se sentent considérés et leur donner envie de venir ou de rester dans le vélo en mettant des personnes qui sont voilà, qui pèsent, qui sont responsables d'entreprise entre eux et faire du business et pourquoi pas, voilà, et venir. Et je pense que c'est plutôt ça. Il est impensable d'imaginer. Je pense que si vous parlez à Christian Prudhomme de faire payer les 5 derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez, vous ne ferez pas longtemps dans son bureau, à mon avis. Donc, il y a. Et je termine sur les droits télé. Moi, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de courses. Il y a énormément de courses, je peux vous les assurer, qui payent très cher pour passer à la télé. Et donc, ils ne gagnent pas d'argent. Ils payent pour passer à la télé. Et le seul organisateur qui gagne de l'argent, donc, enfin, ce sont les gros organisateurs. Mais là où ils gagnent de l'argent, eh ben, ils en perdent énormément sur les autres courses qui ne sont pas rentables. Donc, il faut utiliser cet argent-là pour. Alors, je pense que la balance est positive et sans doute qu'il y aurait une redistribution, mais c'est un organisateur privé qui a tout à fait le droit, mais ça a toujours fonctionné comme ça, de garder les droits télé. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous divisez les droits télé par le nombre d'équipes au départ et que vous faites une proportionnelle, eh ben, on ne sera pas dans les montants du football avec la Ligue des Champions ou la Ligue 1. Il ne faut pas croire que ça va sauver le budget des équipes. Ça peut aider, mais ça ne sera pas, ça va pas réduire l'écart entre UAE et Arkea BNB Hotel quoi, au niveau budget. Ça, c'est clair et net. C'est pas la solution. Ça peut aider. On peut, par principe, pourquoi pas, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça règle tous les problèmes. Ça, c'est clair. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, parce que je sais que ça vous touche particulièrement, c'est au niveau de la sécurité des coureurs, que ce soit en course, bien évidemment, parce qu'on a vu encore cette année marquée par énormément de chutes. Mm. Voilà, mais aussi en dehors, parce que on sait que sur France Télé, vous avez notamment votre chronique La route se partage. Il y a énormément de coureurs qui sont blessés à l'entraînement. Alors des coureurs professionnels, parce qu'eux, ils sont connus, bien évidemment, on en parle, Ah ouais. mais aussi des cyclistes amateurs, des cyclistes du dimanche, comme tout le monde qui se font renverser ou autre. On a encore eu il y a quelques jours, là, c'était Marion Norbert-Ribérol, la cyclo-crosswoman qui s'est fait renverser par une voiture. C'est c'est inquiétant. On sait que les chiffres sont énormes. Les chiffres sont vraiment très 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 élevés. Le nombre de cyclistes renversés, décédés aussi chaque année. Est-ce que vous avez Mm. un petit mot à faire passer là-dessus?
C'est toujours, comme vous dites, il y a ceux qu'on connaît, donc on en parle et c'est très triste. Et il y a, dès qu'on entend, quand on est dans les régions en voiture, sur les radios régionales, presque tous les jours, allez, j'exagère à peine, il y a des gens qui décèdent à vélo, et très souvent avec des automobilistes. Il faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer la prévention, faut aussi être vigilant quand on est à vélo, se rendre visible énormément, ça c'est très important. Et puis là, c'est au-delà même des cyclistes. Nous, on peut faire notre part, mais il faut que les conducteurs qu'on appuie encore plus là-dessus, sur la vigilance, quoi, parce que c'est vrai qu'il faut cohabiter. Et c'est, je sais pas si c'est parce qu'il y a les réseaux et tout et qu'on en parle plus, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. On a, enfin, tous les 3 4 jours, on voit qu'il y a quelqu'un qui est décédé, quoi. Et on parle que des gens un peu connus ou alors des sportifs de haut niveau. Et il y en a plein, malheureusement. Donc, faut pas lâcher, il faut continuer la prévention pour que ça rentre dans la tête des conducteurs et puis également des cyclistes. Il faut qu'on redouble toujours de vigilance. C'est vrai que moi, quand je vais rouler, j'ai peur, quoi. Certaines fois, j'ai très souvent peur et pourtant, je suis visible, je roule à droite, j'ai une lumière et malgré tout, ça passe pas loin, quoi, hein. Voilà. Et sur la sécurité en course, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'année dernière, c'était un sujet. Tout 2024, on a parlé que de ça, des chutes en course. Et en 2025, on en a quasiment pas parlé. Le sujet de la sécurité n'est pas arrivé une seule fois vraiment sur le point de vue médiatique. Il n'y a pas eu de chute, c'est vrai, de Vingegaard, Remco, etc. au Pays Basque. Il n'y a pas eu la chute de Van Aert dans les classiques. Mais il y a eu un travail. Donc, on parle pas, on parle toujours de ce qui va mal, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Moi, je suis sur les courses sur la moto. Je peux vous garantir que les courses que je fais, le travail qui est fait sur la signalisation, il est incroyable. Par rapport à mon époque, qui est pas si lointaine, hein, ça fait 8 ans que j'ai arrêté maintenant, c'est incroyable comment les descentes ou les parties urbaines sont sécurisées, quoi. Il y a un travail de fou qui est réalisé par les organisateurs. Et donc, il y a eu moins de chutes cette année, moins graves. Et puis, je pense aussi qu'il y a eu une prise de conscience des coureurs, parce qu'on sait que les coureurs eux-mêmes le déclarent, que c'est leur comportement souvent qui crée les chutes plus que les virages ou, signalés ou pas. Et je trouve qu'il y a eu une très grosse amélioration. Et c'est simple, hein, on n'en a pas beaucoup moins parlé. Donc, du côté des compétitions, je pense que ça va dans le bon sens. Allez, dernière petite question avant de vous laisser. On se projette sur l'année 2026. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2026 en général? Je sais pas si vous voulez dire un truc en particulier. Je vous laisse la main. En général, j'aimerais bien que ça soit un peu plus intéressant, que ce soit pas toujours le même qui gagne quand il est au départ. Et pourtant, j'adore, hein, Tadej Pogacar, mais c'est vrai que ça tue le suspense, quoi. Je pense donc, c'est pas lui vouloir du mal, mais c'est vrai qu'en plus, quand il y a eu une tendance où là où il est, à part le Tour de France où tout le monde est un peu obligé d'aller parce que ils sont payés pour ça, mais sinon ils essayent d'aller courir là où il n'y a pas Pogacar, quoi. Donc ça veut dire que ceux qui sont face à lui, c'est pas forcément toujours les meilleurs, hein, hormis sur le Tour de France. Donc faut pas lâcher. Mais c'est vrai que j'aimerais, voilà, si un Milan-San Remo, on a un Romain Grégoire qui arrive à suivre jusqu'en haut, comme je suis très français, voilà, ou alors un Kevin Vauquelin sur une Flèche Wallonne ou sur un Liège. Bon, on en a plein des coureurs, hein, Paul Magnier. Donc côté français, franchement, je suis plutôt très optimiste pour, comme on disait au début de l'interview, pour que certains passent ce niveau d'être outsider de temps en temps, régulièrement, mais sans aller au-dessus, pour que certaines fois, ils aillent au-dessus parce qu'ils ont l'ambition, ils ont les moyens, ils sont en âge de progresser. Et puis voilà, une saison 2026 avec un peu plus d'intérêt, un peu plus de suspense, ça serait pas mal. Ok. Eh ben, merci beaucoup Thomas pour cette interview accordée Merci à à vous. Cyclisme Actu. Bon, on vous souhaite un bon début de saison 2026 en espérant ben, vous revoir très vite. À très bientôt.